Au revoir. Monsieur Patricio, Monsieur Franck Martin, Madame Marie-Pierre Dumont, Monsieur Christian Ronanco, Madame Véronique Julien Mitieno, Monsieur Bruno Canivet, Madame Véronique Jeanne-Tellier, Monsieur Ludovic Larue. Merci Sarah, je constate que le quorum est largement atteint. À l'ordre du jour de notre conseil aujourd'hui, nous commencerons, et je le remercie d'avoir accepté notre invitation, par un échange avec Bernard Leroy, président de l'agglomération Seineur, sur les orientations stratégiques de l'agglomération, à la fois ce qui a été fait depuis 18 mois et le programme de travail et les grands axes stratégiques de la CASE. C'est aussi une demande qui avait été formulée par un certain nombre d'entre vous, et je pense que c'est important en effet, nous, la ville-centre de l'agglomération, de pouvoir avoir régulièrement des échanges sur des sujets qui concernent l'ensemble de notre territoire et dont Louviers, bien sûr, est partie prenante directement. Nous commencerons donc ce conseil par une intervention liminaire, puis l'échange avec Bernard Leroy. Avant de donner la parole à Bernard Leroy, deux points d'information. D'abord, une erreur matérielle sur la délibération numéro 1.7 sur un montant de la subvention, il faut lire 1 900 € au lieu de 1 260 €. Et puis le retrait d'une délibération qui est la délibération 5.24 sur une question de problème de parcelle de terrain, donc, que nous remettrons lors d'un prochain conseil municipal. Aujourd'hui, nous reviendrons après notre échange avec le président de la CASE. Nous parlerons à la fois budget, avec une décision modificative budgétaire, la deuxième de cette année, et sur les affaires générales, un certain nombre de garanties d'emprunt, des sujets relatifs à l'éducation à la jeunesse, et puis une délibération importante, et on aura peut-être l'occasion d'en dire un mot dans le de cet échange avec le président de l'agglomération sur une délibération proposant le transfert de compétences du PLU à la CASE avec l'adoption du PLUI, les communes de la CASE ayant jusqu'au 17 novembre pour se prononcer. Nous aurons enfin une délibération relative au personnel municipal. Mais avant d'entrer dans les délibérations, lors du jour relatif aux délibérations, je propose à Bernard Leroy eh bien, de nous exposer les orientations stratégiques de l'agglomération et que nous puissions avoir un échange dont je vous propose, au vu également d'abord de notre ordre du jour chargé ce soir et puis aussi des contraintes de Bernard Leroy qui est également maire du Vaudreuil et qui a aussi un conseil municipal ce soir, voilà, que cet échange soit approximativement d'une durée d'1 heure. Bernard Leroy. Eh bien, merci monsieur le maire de votre invitation. C'est un plaisir d'être devant vous et je voudrais plus particulièrement saluer ce soir les élus communautaires de Louviers, les vice-présidents, rapporteurs et conseillers communautaires qui prennent une part très active à la vie de notre belle agglomération. Et comme l'a dit François-Xavier Priolo, j'ai une petite contrainte de temps, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Alors, quand on réfléchit à la stratégie, c'est-à-dire quelle est la vision qu'on a de notre agglomération sur les 15 ans, 20 ans qui viennent, comment on se projette, comment on se voit, il faut faire une analyse assez lucide des forces et faiblesses de notre territoire. Et les forces, elles sont là. Elles sont liées à la géographie. Un géographe célèbre disait la géographie fait l'histoire. Et notre position géographique est particulièrement importante puisque le long de l'axe Seine, au carrefour des grandes liaisons et des grandes infrastructures, qu'elles soient ferroviaires, maritimes ou routières, de l'est à l'ouest, c'est-à-dire entre le deuxième port national, enfin le Havre, et la capitale, et puis également sur un axe nord-sud, puisque les infrastructures qui ont été réalisées jusqu'ici et celles qui sont projetées, eh bien, vont nous mettre réellement et renforcer ce rôle de carrefour. Et c'est, vous le savez bien, dans les carrefours que se font les rencontres, que se font
les opportunités d'activité, d'affaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un pôle industriel et un pôle d'emploi particulièrement important. 70 000 habitants, nous sommes la deuxième agglomération de l'Eure, vous le savez. 70 000 habitants, 32 000 personnes actives et 30 000 emplois, dont la moitié dans le secteur industriel. Et ça, c'est une des caractéristiques tout à fait nettes de notre territoire par rapport à d'autres territoires dans la région, mais aussi au niveau national, puisque vous avez pu le lire récemment dans la presse économique, l'industrie dans notre pays ne cesse de reculer et ne représente plus que 11% du PIB. Donc, nous, avec pratiquement 50%, même si les emplois, ce n'est pas tout à fait le PIB, mais ce sont des indicateurs extrêmement nets. Donc ça, c'est réellement une des forces, une puissance économique très claire. On a également une nature tout à fait exceptionnelle. Je pense que dès qu'on prend un petit peu le temps de relever le nez de son guidon ou de son capot de voiture, on s'aperçoit qu'on est au milieu d'un parc forestier tout à fait intéressant, puisque sur les 30 000 hectares de l'agglomération, 10 000 sont constitués de forêts et de belles forêts. Il suffit de lever les yeux, encore une fois, pour voir comment nous sommes entourés. Nous sommes au cœur de vallées magnifiques, la vallée de la Seine, la vallée de l'Eure, la vallée de l'Iton. Tout ça crée un cadre de vie et une nature qui est à la fois exceptionnelle et qui aussi doit être préservée et surveillée avec toute l'attention qu'il faut. Et puis, nous avons des faiblesses. Et la grande faiblesse, c'est notre taux de chômage qui est absolument ahurissant, puisque, je le disais tout à l'heure, sur 32 000 actifs, nous avons 10 000 chômeurs, 5 000 de catégorie A, c'est-à-dire 15%, et 5 000 des catégories B, C, D, E, etc., qui sont de toute façon aussi pour l'État de dissimuler depuis longtemps, d'ailleurs, quels que soient les gouvernements, le niveau réel de chômage. Donc, c'est-à-dire qu'on est à 30% de chômage sur notre région. Et là, on a un véritable paradoxe auquel il faut répondre et qui doit être tout à fait bien compris de tous et bien identifié. Donc, aussi certains déséquilibres sur le niveau du territoire entre un certain nombre de communes. Les communes ne sont pas égales entre elles, mais ce que je peux dire, en tous les cas, et pour l'avoir constaté à de multiples reprises, c'est que si les communes ne sont pas égales, nous sommes solidaires. Et quand une commune a des difficultés, l'agglomération est là pour l'aider à redresser la tête et à retrouver le chemin de l'équilibre. Donc, voilà très rapidement, puisque en 20 minutes, ça va être très difficile pour moi d'être plus détaillé, mais voilà rapidement les forces et les faiblesses. L'agglomération, c'est un outil extrêmement performant, et je le dis, et c'est reconnu par tous, grâce à ses équipes, à son personnel, à ses agents, grâce à ses élus qui sont impliqués, grâce à sa taille aussi. Et cet outil performant, pour moi, il faut l'utiliser dans 3 grandes directions. Offrir des conditions de vie stimulantes pour les habitants. Je pense stimulantes à tous les niveaux, que ce soit bien sûr au niveau des opportunités d'emploi, mais aussi au niveau sportif, au niveau culturel, et faire en sorte que nous offrions à tous les habitants de notre territoire un maximum d'opportunités de rencontres. On sait très bien que c'est à travers les rencontres que se font les destins. Et beaucoup d'entre nous sont issus de milieux très modestes et ont réussi à avoir une autre vision de la vie parce qu'ils ont rencontré à côté d'eux un voisin au travail ou ailleurs qui leur a ouvert les yeux et montré que le monde pouvait aussi offrir des opportunités. Donc des conditions de vie stimulantes, c'est-à-dire un lieu de vie réel et non pas une quelconque agglomération qui est à la périphérie d'une grande métropole. Le deuxième axe, c'est bien sûr, et vous le comprenez compte tenu de mon premier point, c'est le développement économique et résidentiel. Il y a une économie résidentielle à développer, et j'y reviendrai. Et puis, troisièmement, il y a un rayonnement à la fois régional
et nationale. Nous sommes un des pôles qui a des réalisations tout à fait exemplaires, et ce rayonnement, il ne doit pas servir seulement à nous, mais également au département et à la région. Donc c'est toutes ces grandes ambitions que nous allons mettre dans un contrat, dans un projet de territoire qui est en train de s'élaborer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 18 mois, puisque c'était un peu la question de M. le maire. D'abord, on a le premier point, et je crois que c'était l'essentiel à faire, c'était plus facile pour moi venant du milieu économique, c'était de définir une véritable stratégie économique qui soit claire et qui soit partagée. C'est ce que nous avons fait pendant les 10 premiers mois, où le constat était relativement simple, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises et toutes les entreprises qui faisaient la richesse et qui faisaient vivre nos populations il y a 40 ans ont toutes disparu. Les noms ici résonnent dans cette salle, Vendère, Cineram, les états plus loin, les établissements Label, etc. Toutes ces grandes entreprises, toutes ces entreprises ont disparu, avec elles leur tissu de fournisseurs, de sous-traitants et de prestataires de services. Grâce à Dieu et également à la création de Val-de-Reuil, des nouvelles entreprises ont pu s'installer sur des parcs d'activités particulièrement bien conçus, attractifs, et qui ont réussi à attirer des entreprises de très haute compétence, Pasteur, John, etc., et d'autres, Johnson & Johnson, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons cette puissance industrielle qui permet de faire vivre notre région. Et il est clair qu'une partie de ces industries, bien sûr, comme toutes les autres, auront des années où le développement ne se fera pas forcément sur notre territoire ou ne se fera pas forcément avec ces produits-là. Et donc, il faut imaginer le futur. Donc, d'où notre réflexion également sur les grands métiers porteurs de croissance pour l'avenir, que ce soit dans le domaine du numérique, et la contribution et l'impact de François-Xavier Priolo et de l'équipe Daniel Hubert est tout à fait décisif dans ce domaine-là. C'est parfaitement identifié. Des premières réalisations sont déjà faites, puisque nous avons conclu avec Pôle emploi la première formation de développeurs numériques dans le département de l'Eure, complètement financée par Pôle emploi, qui effectivement est heureuse de savoir dans quel domaine et dans quel secteur l'agglo se dirige, et donc peut investir dans les métiers de demain. C'est aussi tous les métiers liés au e-commerce, les nouvelles formes de distribution. Nous avons la chance d'avoir à la fois des grands territoires, des terrains importants en termes de logistique. Nous avons aussi la possibilité de développer autour du e-commerce là aussi un écosystème, comme nous l'avons fait pour la pharmacie, c'est-à-dire qu'en dehors des grandes entreprises qui sont là et qui vivent parce qu'elles exportent, parce qu'elles vendent à l'étranger, parce qu'elles sont les meilleures au monde. Il faut bien voir que si Pasteur n'exportait pas 95% de ses vaccins, c'est pas avec les vaccins qui sont consommés en France qu'on aurait une usine de 2000 personnes. Même chose dans le domaine des cosmétiques, des parfums, etc. Donc toutes ces entreprises, et Schneider également, enfin, il y a beaucoup de grandes entreprises. Et derrière ces grandes entreprises, qui sont des champions du monde dans leur catégorie, qui font que leurs produits sont les meilleurs sur la planète, eh bien, nous avons tout un tissu de PME qui sont des fournisseurs matériels, qui sont des équipementiers, qui sont des prestataires de services, qui constituent un véritable écosystème autour de ces locomotives et qui permettent à ces locomotives d'être encore plus compétitives, d'où l'idée, effectivement, d'orientation stratégique sur un certain nombre d'axes. J'ai récemment parlé du luxe, ça me paraît aussi là quelque chose d'extrêmement intéressant, dans la mesure où c'est un grand savoir-faire français, grâce à l'habilité des artisans et des ouvriers qui produisent ces produits d'exception, grâce aussi aux concepteurs, aux designers qui sont capables d'offrir des produits qui plaisent dans le monde entier. Tous ces secteurs-là sont vraiment des secteurs qu'on doit accompagner par une véritable
stratégie de création d'environnements favorables, non seulement dans le domaine des fournisseurs, mais également dans le domaine de la logistique. Et la logistique liée à l'industrie renforce l'industrie. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement clair. Donc voilà les grandes lignes. Nous avons eu l'occasion de partager le 22 avril avec l'ensemble des entreprises du secteur cette vision. Non seulement elle a été parfaitement comprise, mais elle est non seulement encouragée, mais elle est accompagnée. Et nous avons, pas plus tard qu'aujourd'hui, eu les premières réunions thématiques avec les entreprises qui travaillent en réseau et qui vont permettre effectivement de nourrir, de densifier et d'offrir plus d'emplois, non seulement chez elles, grandes entreprises, mais aussi dans les entreprises de taille petite et moyenne, d'offrir de l'activité au niveau de l'artisanat et du commerce. Donc ça, c'était le grand axe. Et autour de ça, il fallait deux choses, il fallait s'en donner les moyens. Premier moyen, c'était être certain que nous aurions les capacités d'investir, comme on l'a fait par le passé, dans des parcs d'activités industrielles, etc. D'où la création, donc la signature d'un contrat d'agglomération extrêmement important, malgré les temps difficiles. Nous avons signé pour plus de 111 millions d'euros d'investissement sur les 5 ans qui viennent, accompagné par le département et par la région. Ça, c'était une des premières conditions, les ressources financières. La deuxième condition, c'est que dans le climat de compétition que tous les territoires se font entre eux, il était important d'avoir une structure et des équipes qui soient particulièrement bien organisées, qui travaillent rapidement ensemble et qui soient complètement en phase avec le milieu économique. C'est ce qui a été fait avec les résultats que vous connaissez. Je ne vais pas les rappeler, mais je vais les rappeler quand même, avec l'implantation d'EPEDA à Cricbeuf-sur-Seine. Vous savez, cette entreprise de Romilly qui a brûlé et qui a failli partir en Espagne, puisque l'actionnaire principal était espagnol. C'est Candor, c'est une belle PME de 2000 personnes dont nous avons réussi à tirer le siège dans les anciens locaux de l'agglomération. Vous l'avez vu cet été, l'annonce d'Hermès de créer un deuxième site de production sur le secteur, après les parfums au Vaudreuil, une usine de petite maroquinerie au centre d'affaires à Val-de-Reuil, qui va créer 200 emplois. Et puis c'est l'annonce récente de Sinram dans sa branche logistique et e-commerce qui sera, comment dirais-je, qui va venir s'implanter. Donc voilà, tout un travail de fond pour qu'on s'attaque aux problèmes de fond de notre territoire. Le deuxième grand chantier que nous ouvrons depuis quelques mois et sur lequel nous allons nous mobiliser sur toute l'année 2016, c'est revoir notre politique d'habitat et du logement. Il y a, à l'époque où on parle de COP21, où tout le monde prêche l'écologie du matin au soir et se dit grand écologue devant l'éternel, il y a une aberration sur notre territoire. Sur les 30 000 emplois, nous avons 12 500 personnes qui, tous les jours, prennent leur voiture des plateaux est de Rouen, de la vallée de l'Eure ou autres, passent une demi-heure, trois quarts d'heure dans les embouteillages, encombrent nos infrastructures et repartent chez eux dépenser le soir ou le week-end l'argent qu'ils ont gagné sur le territoire. Et là, il y a à la fois une erreur écologique et il y a aussi une erreur économique que nous devons corriger. Et cette erreur a été, ou ce point a été particulièrement clairement décrit avec tous les chiffres à l'appui par le programme local d'habitat, notre fameux PLH2, qui a été adopté à l'unanimité le 27 février 2014 et qui dit clairement que l'agglomération doit vraiment se poser la question de savoir à quoi ça sert de créer des emplois si les habitants n'en profitent pas ou si ça génère effectivement tout ce trafic et cette pollution. Donc notre première priorité, elle est là, et elle est bien sûr de faire en sorte que l'on ait un parcours résidentiel qui soit attractif et qui permette à la fois aux jeunes
aux primo-accédants, jeunes ménages avec enfants ou sans enfants, ensuite ceux qui veulent monter en standing en termes d'habitat, et surtout au niveau des seniors, il y a quelque chose qui leur permette de rester sur le territoire. Et ça, vous savez que le pouvoir d'achat des seniors est important et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment les structures qui permettent d'accueillir les seniors. Et je sais que le maire de Louviers travaille sur ce sujet de façon tout à fait précise et concrète avec un certain nombre d'investisseurs. Alors, les résidences seniors, c'est non seulement permettre à des gens qui ont vécu dans une ville ou qui ont vécu sur un territoire de continuer à y vivre, mais c'est aussi un facteur d'attraction pour les jeunes qui viennent travailler parce qu'ils savent que, eh bien, ils peuvent avoir à proximité de chez eux leurs parents pour non seulement les voir et les chérir, mais aussi peut-être garder leur chère tête blonde quand il y a besoin. Donc tout ça fait partie d'un ensemble cohérent sur la politique d'habitat. Il y a, pour tout ça, pour y arriver, eh bien, un gros travail à faire, parce qu'il y a du foncier à libérer dans certains endroits qui manquent. Il y a la décision qui a été prise par le Conseil communautaire, qui doit être maintenant avalisée par les 37 communes de l'agglomération, de participer à un PLU intercommunal. Ça a été une grande évolution, parce qu'au départ, beaucoup d'entre nous n'étaient pas très partisans de cette solution, mais à la fois l'intérêt d'un PLUI, l'intérêt en termes de réalisation, et aussi l'impact financier fait que cette décision a été prise à l'unanimité. Donc voilà, et doit être pris maintenant au niveau de chaque commune, et si j'ai bien compris, c'est à l'ordre du jour de ce Conseil. Donc voilà, en ce qui concerne ce deuxième aspect d'économie résidentielle, de parcours résidentiel, qui est tout à fait important, parce que je ne sais pas s'il y aura des questions là-dessus, mais c'est quand même très intéressant de voir que, comment dirais-je, les niveaux de salaire qui sont offerts dans nos entreprises, qui sont de bonnes entreprises avec des beaux niveaux de salaire, eh bien ces gens dépensent leur argent ailleurs que sur le territoire, et que s'ils pouvaient le dépenser sur le nôtre, non seulement il s'éviterait une heure de facture tous les jours, mais ça ferait travailler le commerce, ça ferait travailler nos artisans et ça ferait travailler nos entreprises. Donc là, il y a un vrai gisement sur lequel nous avons déjà commencé à travailler. Et puis le troisième secteur, c'est bien sûr tout ce qui concerne le tourisme et les loisirs. C'est un vrai gisement d'emploi. On a de beaux équipements, encore une fois, une superbe situation géographique, et puis des équipements qui ont été créés et qui sont de grande envergure, et puis d'autres qui sont amenés à être créés. Je fais mention de Caseo et de la patinoire, la base de loisirs qui existe et qui va continuer à se développer en offrant là aussi de l'hébergement résidentiel, et puis le travail en étroite collaboration avec l'Office de tourisme. Donc on s'aperçoit que tout ce secteur-là aussi, il y a le développement des croisières sur la Seine. Ceux qui suivent ça voient très bien le nombre de bateaux qui passent. Ceux qui habitent en bord de Seine voient les bateaux de croisière augmenter de façon... la fréquentation, je veux dire, augmenter de façon tout à fait nette. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant, puisque nous avons été contactés par des opérateurs qui souhaitent pouvoir créer une escale sur notre territoire pour que les gens puissent descendre, découvrir notre territoire, éventuellement faire du shopping dans les commerces, et donc tout ça va dans le bon sens. Et la place de Louviers, dont vous allez dire, je termine par là, c'est la place de Louviers. Louviers, c'est la ville-centre de l'agglomération. Louviers, c'est la ville-centre. Alors, c'est pas seulement de la part du positionnement politique de son maire, mais c'est historique, c'est l'histoire de Louviers. Moi, je trouve qu'on a une ville qui, non seulement a un patrimoine tout à fait intéressant,
mais aussi qui est connu, alors je ne vais pas dire dans le monde entier comme la Normandie, les plages de débarquement, etc., mais qui est connu par notamment tous les petits Anglais. Les petits Anglais qui, quand ils apprennent le français, eh bien, ils apprennent sur la route de Louviers, enfin tout ça, ils ont beaucoup de difficultés, mais ils savent très bien où est Louviers. J'ai découvert ça dans le jumelage que l'on a dans la commune du Vaudreuil avec Comberton, qui nous ont rappelé des choses tout à fait passionnantes. Donc il y a l'histoire, il y a le présent. Il y a le présent, ce sont tous les projets structurants que nous avons au niveau de l'agglomération, avec la ville. C'est bien sûr le bus à haut niveau de service, c'est l'aménagement de la place Torel comme vrai lieu de vie au niveau de la commune, et ce sont les différents investissements qui sont inscrits au contrat d'agglomération. Et puis l'avenir, eh bien l'avenir c'est la politique de la ville. Anne Terlez porte ce dossier magnifiquement, c'est le développement durable, toutes les réflexions que l'on a là-dessus. Et c'est un territoire pilote au niveau du numérique, c'est clair, ça s'affirme, et les projets se présentent. Donc le rôle de Louviers, le siège de l'agglomération est à Louviers, eh bien, est un rôle tout à fait clair et déterminant. Alors Louviers n'est pas la seule ville, nous avons d'autres communes qui ont d'autres caractéristiques, qui ont aussi d'autres éléments d'attractivité et qui sont complémentaires, de la même façon que les 37 communes qui constituent notre agglomération n'est pas du tout un handicap, mais pour moi est un vrai atout, un vrai avantage. La diversité eh bien, des paysages, des situations géographiques, des cadres de vie, des types d'habitat, fait que ici on est vraiment un lieu, je ne vais pas dire idéal, mais un lieu privilégié. Eh bien, si on veut eh bien, vivre une vie qui soit à la fois solidaire, mais une vie de bien-être, dans l'air pur, et qui permette d'envisager l'avenir de nos enfants avec confiance. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Cher Bernard, je pense que c'était en effet très utile de pouvoir remettre en perspective ce qui a été fait et ce qui est projeté dans les mois qui viennent. Et tu l'as rappelé, c'est vrai que Louviers est la ville-centre de l'agglomération avec un niveau d'investissement extrêmement important qui est programmé depuis déjà plusieurs mois et jusqu'à la fin de cette mandature, et qui se retrouve à la fois à travers le contrat d'agglomération, et on a eu déjà beaucoup d'occasions d'en débattre et de le voter à l'unanimité au conseil d'agglomération. C'est à la fois la patinoire, mais c'est aussi des équipements structurants aux Fontenelles, c'est le plan vélo, c'est la place Torel, c'est un certain nombre d'aménagements urbains extrêmement importants. Et puis il y a le contrat de territoire, avec également les fonds de concours qui sont versés par la CAF. Je voudrais aussi saluer tout le travail qui est fait par les vice-présidents, les rapporteurs lauvergnats sur l'ensemble de l'agglomération. Et tu l'as dit très justement, il ne faut pas avoir une vision qui serait la ville-centre où la dimension urbaine et la dimension rurale, l'un et l'autre se complètent parfaitement. On le voit d'ailleurs très très bien à la fois sur ce que tu as dit sur l'offre de tourisme et de loisirs, puisqu'il y a la base de l'Héripose, et puis il y a aussi une vraie offre en construction, en développement à travers Caseo et la future patinoire, et encore d'autres offres de services. Et puis tu évoquais la stratégie du numérique. On sait très bien que dans ce domaine d'activité, il n'y aura plus besoin d'être forcément dans des villes, mais qu'une ville comme Louviers peut donner l'impulsion, peut être un moteur qui bénéficie à l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et la modernité, justement, et je le dis d'ailleurs souvent au maire de Val-de-Reuil notamment, je ne sais pas si ça a été toujours le cas dans le passé, mais ma conviction profonde, c'est que justement on doit jouer les complémentarités, et qu'on a suffisamment de concurrence à l'extérieur de l'agglomération, et on le voit particulièrement. On avait encore une CDCI ce matin, une commission départementale de coopération intercommunale, où on voit bien que chaque territoire va essayer de capter l'implantation d'entreprises, va essayer de capter les grandes infrastructures, dans un contexte de financement public qui sont de plus en plus rares, et donc il faut qu'on soit très fort. On est dans une phase de consolidation aussi de ce qui a été fait après la fusion entre la CASE et Seine-Bord, et on est aujourd'hui, parfois je compare un peu la démarche
intercommunale à la démarche européenne, c'est-à-dire qu'on doit aussi être à la fois dans de l'élargissement maîtrisé, mais dans de l'approfondissement. On l'a fait avec des premiers transferts de compétences l'an dernier sur l'aide à domicile, peut-être d'autres suivront, on a parlé là du PLUI, et on est pleinement sur une logique de territoire où chacun doit avoir sa place, et où Louviers entend bien tenir son rang. Alors, je vais ouvrir le débat. Je vous propose de prendre les demandes de parole pour un petit peu organiser le débat. Monsieur Martin. Madame Terlève. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Daniel Juller. On va déjà prendre ces 3 premières interventions. Monsieur Martin. Un homme intelligent, c'est un homme qui sait gérer ses propres contradictions. J'ai toujours reconnu à Bernard Leroy, avec qui j'ai travaillé en bonne intelligence, cette capacité d'intelligence qui lui permet de gérer ses contradictions. Et aujourd'hui, irrésistiblement, le discours du président de la CASE d'aujourd'hui me fait penser à cette publicité très envahissante et qui devient lassante, dans lequel on voit un certain nombre de sosies, le sosie de Marilyn Monroe, le sosie de Paul Naref, décrire les malheurs de quelqu'un qui veut faire du CTLM à la place du CTLM. Vous connaissez tous cette publicité. Et en entendant, et surtout en lisant ce que les outils de communication de Bernard Leroy permettent de faire transmettre par la presse, j'ai l'impression que Bernard Leroy, depuis qu'il est élu, fait brillamment du Martin à la place du Martin. Et que ce faisant, je ne peux que l'en féliciter, bien évidemment. Ouais, ce serait paradoxal. Mais que ce faisant quand même, il entre en contradiction avec le Bernard Leroy que j'ai connu. Alors, je sais, Bernard, parce que j'ai gardé bien des oreilles et bien des yeux sur cette agglomération, que tu as l'honnêteté intellectuelle de saluer les réalisations, de saluer la qualité de l'outil intercommunal, de saluer tout ce qui a été fait avant que tu deviennes président de la CASE. Et chaque inauguration, tu ne manques pas de rappeler, et je t'en remercie, ce que les équipes précédentes ont fait pour créer un outil intercommunal dont tu salues aujourd'hui les performances exceptionnelles, alors que quand même, il a fallu qu'un préfet te prenne par l'oreille pour que tu cesses de te débattre et de traîner les pieds en refusant la création de cette comité d'agglomération. Ça, c'est de l'histoire, et lorsque je t'ai nommé vice-président de la CASE, responsable du développement économique, nous avons travaillé ensemble, parce que cette contradiction-là, tu as su la gérer. Alors, maintenant, dans le discours que tu tiens maintenant, je sursautais à chaque fois, voilà, bon, les mots-clés que sont développement au carrefour, parce que toutes les civilisations se sont développées à un carrefour, la géographie fait l'histoire, le parcours résidentiel, combien de fois ai-je défendu ces notions devant le Conseil communautaire de naguère, et c'est avec certaines surprises que j'entends l'opposant d'hier reprendre mot pour mot. Je pourrais signer ce que la dépêche a publié sur le parcours résidentiel. Alors sur les grands objectifs, on va revenir aux grands objectifs. Bien évidemment, les communautés d'agglomération, de par la loi, et ce n'est pas définir une priorité que de le faire, de par la loi, ont été créées pour priorité obligatoire, puisque c'est une compétence obligatoire, pour le développement économique du territoire.
première de leur mission, c'est la première de leur fonction. Et citer cela comme priorité, c'est un peu de la palissade. Bien évidemment, en tant que vice-président du développement économique, tu ne peux manquer de reconnaître que le succès qui a permis la création de maintien de 3500 emplois sur notre territoire en 10 ans, et qui surtout a pu montrer visiblement, en garnissant les zones d'activité économique les zones d'activité économique qui étaient vides, de Val-de-Reuil, de Découville, le développement économique, oui, la CAS a été un outil exceptionnel. Mais là où il y a une contradiction quand même, surtout lorsque j'entends citer Cinram, le retour de Cinram sur Découville, j'en discutais au moment où je négociais le rachat de Cinram sur la CAS. Mais la question n'est pas là. Il ne s'agit pas de faire un bilan déplacé. Mais de dire quand même que EPEDA, c'est aussi... Il y avait Hermès, l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose à y voir, mais surtout que ce développement économique... Ah si, Cinram, EPEDA... Bon, mais surtout, ce n'est pas Patrice Young ni Franck Martin qui pourraient en tirer les lauriers, mais le formidable développement économique de la communauté internationale, ça a d'abord été le fruit du travail de la Cedeville et de François Boutin, dont le premier acte de la nouvelle équipe a été de supprimer la Cedeville et de supprimer François Boutin. Depuis, il n'y a plus pas un seul dossier nouveau, hein, quand même. Alors, s'il y a un dossier nouveau, citez-le. Les 4 dossiers que vous mettez en avant, je suis désolé, mais ils reviennent encore une fois au travail de François Boutin et de la Cedeville, que vous avez commencé par supprimer. En ce qui concerne l'emploi, il y a une contradiction majeure. C'est uniquement dans le domaine de l'habitat que tu mentionnes le fait qu'effectivement, et cela devrait figurer dans ta réflexion sur l'emploi, nous avons plusieurs milliers d'emplois grâce à ce développement économique exceptionnel, il faut bien le dire, qui ne date pas, je crois, de 2014. Nous avons plusieurs milliers d'emplois en plus que de population active. Il y a plus d'emplois sur ce territoire que de population en âge de travailler. Alors bien sûr, nous sommes tous d'accord pour dire, mais alors, le chômage, comment se fait-il qu'il y ait aussi un taux de chômage exceptionnel? Et là, je n'ai pas entendu parler de formation, puisque la première chose que vous avez fait, c'est de supprimer la maison de l'emploi et de la formation, lorsque vous êtes arrivé, qui précisément avait pour but d'adapter, non pas les habitants qui actuellement habitent Elbeuf, parce que cela, je m'y intéresse, mais en second rang, mais au premier rang, d'adapter les gens qui habitent sur notre territoire et de les former aux emplois qui existent sur notre territoire. Et de là-dessus, à part supprimer la maison de l'emploi et de la formation, je ne vois guère, dans l'énoncé de ce qui a été dit, de choses. Bon, alors, l'école supérieure, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'école supérieure, bon, c'est 3 stages financés par la NPE pour des chômeurs. Bon, ça n'a de supérieur que le nom, hein, soyons clairs, il ne s'agit en aucun cas d'un établissement d'enseignement supérieur qui jamais ne viendra s'installer sur notre territoire. En tout cas, l'éducation nationale me surprendrait beaucoup ce faisant. Bon, donc il y aura 3 stages, dont un à Épeigne, l'autre à Évreux, et puis voilà. Bon, c'est très bien, hein, j'ai rien contre, mais enfin bon, je veux dire, pour former la population de ce territoire, c'est un peu léger. Par contre, lorsque la maison de l'emploi et de la formation organisait des stages dans le domaine de la plasturgie, qui est une des activités majeures de notre territoire, parce qu'elle est liée bien évidemment à la cosmétique et à la pharmacie, là, il y avait effectivement un effet direct pour former des gens du territoire à des emplois existants sur le territoire. Je vous demandais juste d'accélérer, parce qu'on parlait de... Oui, je sais, et qu'il y a d'autres demandes de parole. Et comme le conseil municipal qui se fait complètement creux et qu'il n'y a rien à l'ordre du jour, par respect aussi pour les autres intervenants, on me permettra... je vous demanderai de conclure. Oui, je sais, vous n'aimez pas, je dis la vérité. J'en reviens donc à la contradiction majeure. La contradiction majeure. La notion de parcours résidentiel, que j'ai toujours défendue à la case, et toujours essayé de faire comprendre à la case comme étant la clé du plan local de l'habitat, du PLH. Bien évidemment, cette notion de parcours résidentiel centrale
comment allez-vous... Le parcours résidentiel, ça commence d'abord pour les jeunes, disposer d'un logement locatif à bas prix, en général, parce qu'on n'a pas le salaire qu'on aura peut-être plus tard, et qu'ensuite, en sortant de ses études, on n'est peut-être pas vraiment au top de sa carrière. Je rappelle que 70% de notre population est éligible au logement social. Donc comment allez-vous retenir sur notre territoire des jeunes? Comment allez-vous faire respecter les objectifs du plan local de l'habitat à partir du moment où le maire de Bouillé a décidé de mettre fin à tout programme de logement social, qui, je le rappelle, 70% de notre population est éligible au logement social. Alors qu'on ne fasse pas l'injure d'opposer le logement social au logement résidentiel, à l'habitat individuel, nous avons été les premiers à mettre en place des PIG permettant aux propriétaires de rénover leur patrimoine, permettant aux propriétaires d'améliorer leur logement, permettant aux propriétaires, etc. Bon, le logement privé, je suis pour, bien évidemment, je suis pour. Mais en supprimant tout programme de logement social sur une ville aussi importante que celle de Bouillé, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons perdre nos jeunes. Ils iront habiter là où il y a du logement social pour qu'ils puissent commencer leur parcours résidentiel. Je rappelle aussi que les seniors, bon, jusqu'à preuve du contraire, les résidences pour seniors, c'est le domaine du conseil général. Donc, le travail associé, monsieur le corps. Enfin bon, comme on connaît bien le fonctionnement de la ville de Bouillé, vous allez développer des résidences pour seniors à partir du moment où vous aurez pas un sou à y mettre. Bon, donc ça ne va pas aller très loin. Allez, monsieur Martin, vous allez conclure et on va passer à la deuxième question. Et je vais donner la parole à Anne-Thérèse qui l'a demandé. Merci, monsieur le maire. Plus qu'une question, en fait, des réflexions. Alors, je voudrais d'abord répondre à monsieur Martin au sujet de ces questions d'insertion professionnelle, puisque c'est de ça dont on parle quand vous parlez de la maison de l'emploi et de la formation, dont vous dites que nous l'avons fermée. Ah oui. Oui, mais c'est pour mieux internaliser les missions. Les missions ont été toutes préservées, les missions de la SO des villes et les missions de la maison de l'emploi et de la formation. Juste des faits, parce qu'il n'y a que ça qui va parler. Il se trouve qu'en plus des actions dont nous avons reconnu, vous l'avez dit à l'instant, et vous avez remercié Bernard Leroy à ce sujet, qui étaient déjà menées et qui étaient bien menées, qui étaient utiles au territoire et que nous avons conservées. Nous avons en plus mis en place une session supplémentaire d'un cerf-volant qui est l'auto-école sociale qui permet de travailler sur les questions de mobilité géographique et mobilité psychologique. C'est un point très important sur notre territoire. On vient de mettre en place, on a voté très récemment 100 chances, 100 emplois. Oui, mais nous l'avons renforcé. Nous l'avons renforcé. Donc nous n'oublions pas non plus les personnes qui sont les plus en difficulté sur notre territoire. 100 chances, 100 emplois va permettre également l'insertion professionnelle de jeunes, essentiellement en géographie prioritaire sur nos quartiers, et qui va permettre également de mobiliser les entreprises du territoire pour qu'elles aient une vraie dynamique. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous ne saviez pas très bien faire. La création d'un nouveau chantier d'insertion, qui est la ressourcerie que nous avons également votée et qui va nous permettre de mettre en dynamique des personnes qui sont également éloignées de l'emploi, tout en atteignant nos objectifs de développement durable, et l'emploi aussi toujours avec la mise en place de la plateforme rénovation énergétique pour les particuliers qui sont au-dessus des critères de l'ANA et qui permet, avec un cofinancement notamment de l'ADEME, de mettre en réseau les artisans et les professionnels du bâtiment qui œuvrent pour le développement durable. Tout ça, ce sont des choses qui sont, je pense... Ce sont des politiques nationales que vous inscrivez dedans, très bien, parfait, non. Mais ce sont des politiques nationales. On va peut-être laisser le président Bernard Leroy aussi répondre à la question qui va être... Juste, je voulais renforcer aussi cette question du projet de territoire et de ce que le président Leroy... Ce que le président Bernard Leroy a développé et peut-être apporter un complément, une précision pour dire que tout ce qui est vu aujourd'hui et dans le contrat d'agglomération et dans la stratégie, les objectifs stratégiques de notre projet se fait au regard du développement durable et en fait l'idée même c'est d'apporter cette notion de développement soutenable, c'est-à-dire que le projet du territoire est un projet de développement soutenable du territoire. Et ça me paraît très important, avec notamment, et Bernard tu le portes avec une volonté politique très forte, la question de l'économie circulaire, qui va beaucoup se développer chez nous, et la question aussi de l'économie sociale et solidaire.
Voilà ce que je voulais dire à peu près. Et puis pour répondre juste sur un point, la question des logements, puisque vous parliez de la question des logements, rappelez qu'aujourd'hui, puisqu'effectivement je suis vice-présidente à la politique de la ville et que je travaille sur ce contrat de ville, Bernard l'a rappelé, je ne sais pas si vous y êtes intéressé à ce texte et à cette loi, Monsieur Martin, mais vous ne devez pas oublier qu'au contrat de ville, il y a une annexe très importante qui s'appelle la Convention de mixité sociale, et que l'ANRU aujourd'hui, qui est présidée par Monsieur Pupponi, un de vos amis, a bien spécifié qu'un des échecs de l'ANRU 1, c'est justement que nous avons échoué sur la mixité sociale. Et que donc il faut qu'on fasse mieux, et vraiment mieux, avec une meilleure répartition. Or aujourd'hui, on a un taux de logements sociaux qui est assez mal réparti, et pour ce qui est de la ville de Louviers, elle en prend plus que sa part, 40% devient très. Et si vous étiez aussi... Vous avez parlé très longuement, 10 minutes. Vous pouvez attendre 3 minutes. Des contre-vérités. Des contre-vérités, on est habitué à en entendre beaucoup d'autres par ici, mais vous savez, on reste très stoïque et très calme, mais il faut vous habituer. Thalès, peut-être pour conclure, juste pour conclure, demander la parole pour une question. Si vous avez vraiment des oreilles et des yeux partout sur ce territoire et que vous êtes si bien informés, vous devriez savoir qu'un bon nombre des programmes qui ont pu être abandonnés sur la ville, mais qui étaient engagés sous votre mandature, l'ont été par faute de moyens financiers des bailleurs, parce que ces bailleurs sont en difficulté pour le plus gros d'entre eux. C'est toujours la faute des autres. Merci Anne. Alors moi je remarque une chose très amusante, c'est qu'au début de l'intervention de M. Martin, il nous disait Bernard Leroy, Franck Martin, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, puis à la fin c'était plus du tout la même chose, c'était Dr Jekyll et Mr Hyde. Je ne sais pas où on va. En fait on nage dans la contradiction, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend ça. Daniel Schubert. Oui, alors moi je voudrais... Il marche le micro là, on entend. Oui, je voudrais dire que moi je me réjouis de ce qui marche et de ce qui a été bien fait par la CASE, et notamment, il y a quelque chose qui est vraiment bien, c'est qu'on ait signé le contrat d'agglomération si tôt. Parce que je vois les autres villes, les autres communautés du département qui se disent « Ah ben on va pas avoir ces crédits-là, oui vous les avez eus, parce que là maintenant ils ont été retirés, l'État a moins d'argent, la région a moins d'argent, et en réalité ils vont se retrouver avec des contrats d'agglomération réduits comme peau de chagrin. Alors, donc, je voulais qu'on remarque ça, parce que ça a été la célérité de la CASE, et ils ont fait vite, et ça a été très bien. Et puis, je voudrais aussi me réjouir aussi que la CASE soit, grâce à M. Martin et M. Young, que le siège de la CASE soit à Louviers. Monsieur Leroy n'était pas d'accord. Ah ben peut-être. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. C'est vrai que la première fois tu as voté contre, la deuxième fois tu as voté contre. Ça a été difficile de te convaincre. En tout cas, c'est une très bonne chose que pour Louviers, en tout cas, que l'hôtel de l'agglomération soit à Louviers. Et puis, M. Martin, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que j'ai l'impression que quand vous dites « Oh, il n'y aura jamais d'établissement d'enseignement supérieur à Louviers », c'est pas possible. Oui, mais j'ai l'impression que vous vous en réjouissez. Et je me demande si votre moteur, c'est pas la jalousie, M. Martin. Je me demande si vous ne fonctionnez pas à la jalousie. Non, je fonctionne à la lucidité. À la lucidité. J'ai fini. Hébron n'a jamais été foutu de faire vivre son pôle universitaire, et je ne m'en réjouis pas. Mais un pôle universitaire, un pôle d'enseignement supérieur à l'idée, on a déjà eu un établissement d'enseignement supérieur dans la Monsieur Martin, il faut pas plus que ça a duré. Moi, j'ai pas appris dans la vie qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est pas parce que ça paraît pas possible qu'on va pas essayer. Merci. Qui nous aurait dit, en tout cas, il y a quelques mois, qu'on aurait ouvert une formation du numérique dès le mois d'octobre? Absolument personne, et surtout pas vous. Qui nous aurait dit qu'on allait inventer une cité du numérique sur ces grains? C'est la chambre de commerce qui a fusionné avec d'Alençon. C'était un programme de la chambre de commerce d'Alençon. Qui nous aurait dit que... Alors, Monsieur Martin, je vais vous donner quand même... C'est du pipeau. Monsieur Martin, c'est pas du pipeau. Monsieur Martin, arrêtez. C'est un rideau de fumée. C'est de la jalousie. Il est quand même dans les cours d'école. La parole, pour enfin dire la réalité, qui va répondre aux différentes questions. C'est pas la chambre de commerce d'Alençon et la chambre de commerce d'Évreux qui ont mis en place le programme avec Pôle emploi? Non. Non. Alors comment ça se fait que c'est qu'elle est l'UAFM? C'est pas ça. La parole est à Bernard Leroy. 3 séances de formation, une à Évreux, une à Épais et une à Louviers. Bon, c'est bien, j'ai rien contre. Enfin, le prémisse d'un établissement d'enseignement supérieur. Arrêtez, vous êtes ridicule. Il me reste 5 minutes pour apporter réponse. Très rapidement, les considérations sur les qualités de ma propre personne par rapport à la vôtre n'ont aucun intérêt.
On est là ce soir pour parler de l'avenir, on est là pour parler de la stratégie, on est là pour parler des solutions concrètes qu'on offre aux habitants de notre territoire. Et je n'en ai pas entendu beaucoup de votre part durant votre intervention. Non, puisque vous avez développé... Monsieur Martin, vous laissez Monsieur Leroy parler, arrêtez d'interrompre tout le monde systématiquement. Il y a quelques moindres égards, il y a un peu de politesse. Sur le développement économique, enfin je veux dire, comme l'a très bien rappelé Anne Terlez, Monsieur Boutin partait à la retraite, c'était prévu depuis un an et demi, et on avait deux concerts avec le précédent président, Patrice Young, convenu qu'il allait jusqu'à la fin du mandat et qu'il prenait une retraite bien méritée et avec les honneurs dus à ses accomplissements et tout ce qu'il a fait, et ce qui a été fait tout à fait clairement. Sur l'internalisation des services à la fois de formation... Quand vous avez pris votre retraite, on n'a pas supprimé Intertech, non? On n'a pas supprimé la ville de Louviers non plus, parce que vous avez pris votre retraite. Il y a continuité de service. Ma retraite n'est provisoire, vous savez bien. Non mais qu'est-ce qui a présidé à cette internalisation des services? C'est des choses très très simples. C'est la nécessité justement pour répondre aux grands défis de l'emploi que l'on a, c'est-à-dire première priorité, offrir des emplois aux habitants de notre territoire, et j'ai rappelé qu'il y en a 10 000 sur 32 000 actifs qui cherchent du travail sur notre territoire. Première priorité, donner du travail, offrir des emplois. Ça pour la formation. Donc, d'abord, exactement. De la formation, l'implication de tous les acteurs, c'est ce que nous avons fait en internalisant ces services et en créant une direction du développement économique, de l'emploi et de la formation sous la responsabilité de Régis Petit, directeur général adjoint des services, que vous connaissez bien. Pourquoi on l'a fait? Et qu'est-ce qu'on voit comme résultat? La première chose, c'est que le premier bureau communautaire, après la nouvelle candidature, nous avons fait venir Madame Salamon, la responsable de Pôle emploi, qui nous a dit: c'est la première fois depuis que je suis ici, et ça fait des années, que je viens plancher devant les élus de l'agglomération. C'est faux. C'est faux, vous donnerez les dates. Vous deviez ne pas être là, Monsieur Leroy, mais elle est venue. Souvent. Attendez, quand on a construit Pôle emploi. Oui, non, mais il y a eu des réunions. On était en discussion constante. Elle siégeait au sein du conseil d'administration de la Maison de l'Emploi et de la Formation. Au sein de la Maison de l'Emploi et de la Formation, nous étions en contact permanent. Voilà, il n'y a plus de... Mais on parle du conseil communautaire. Je parle du conseil communautaire et je maintiens. La chose qui a été indiquée très clairement, c'est de dire qu'elle avait des possibilités d'investissement dans le domaine de la formation et qu'elle souhaitait connaître notre stratégie et dans quel axe et dans quel domaine il fallait former les futurs employés, etc. Je n'ai pas eu le présenter, c'est la réalité. Je vous enverrai les rapports d'activité de la Maison de l'Emploi et de la Formation. Tout ceci est décrit en long, en large et à travers. Monsieur le conseil municipal, vous ne les avez pas lus, le président de l'agglomération terminer son propos. C'est bizarre parce que moi on a quand même interrompu. Vous ne supportez pas, que l'on aille à l'encontre des contre-vérités que vous assénez à longueur de conseil. Donc Bernard Leroy va terminer son propos et vous allez Salamon n'a pas pu connaître les stratégies de la CAF. Alors Madame Salamon, laissez Madame Salamon tranquille. C'est pas moi qui l'ai Madame Salamon, elle est venue devant le conseil communautaire et c'était la première fois en effet, et c'est d'ailleurs à cette occasion, à l'issue d'une discussion avec Madame Salamon, qui a expliqué qu'elle avait beaucoup de fonds disponibles pour la formation, qui est née cette idée de faire cette première formation du numérique avec Pôle emploi. Et donc c'est l'exemple type, vous voyez, de relation entre les élus et la directrice de Pôle emploi, qui, si elles avaient eu lieu avant, auraient pu aboutir à des projets très concrets. Donc on n'est pas dans les discours, on est dans les projets. Bernard Leroy. C'est quand même incroyable. Le monde a commencé le jour où vous êtes né. Les stages sur la plasturgie, ils ont eu lieu à la demande des industriels du secteur et de Pôle emploi, bien évidemment. Voilà.
Donc on est là pour parler de la stratégie de l'agglomération. Qui n'a pas changé, c'est bien. Et qui a subi un certain nombre d'inflexions. Il y avait des choses qui étaient bien lancées, et vous avez eu raison de rappeler que j'étais vice-président en charge des affaires économiques, et d'autres qui nécessitaient simplement d'adapter nos structures à la conjoncture actuelle et à l'environnement dans lequel nous vivons. Sur l'habitat, c'est très grave. C'est très grave. Et quand vous faites référence au PLH, qui est effectivement un document extrêmement important que j'ai ici, qui a été voté encore une fois à l'unanimité au mois de février, sur le chapitre 5, adéquation, habitat, emploi. 2014, excusez-moi, 2014. Qu'est-ce qu'il est dit? Oui, qu'est-ce qu'il est dit? Oui, absolument. Ah oui, c'est notre PLH, oui. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il est dit, M. Martin? À quoi servirait-il de développer une politique d'emploi local? Création de zones d'activité, regroupement de savoir-faire, desserte rapide. Si cet emploi est occupé par des ressortissants de notre territoire, pourquoi les actifs qui occupent des emplois à la case ne choisissent pas d'y vivre également? En effet d'image négative, méconnaissance de l'offre, insuffisance de l'offre. Les résidents de la case sont-ils éloignés des qualifications requises pour occuper des emplois locaux? Et la conclusion de ce chapitre, c'est donc bien d'une analyse introspective dont la case a besoin pour redéployer son image et sa promotion, pour développer son offre d'habitat de manière plus qualitative et plus ciblée. Voilà ce qui n'a pas été fait, et voilà ce que nous allons faire dans les années qui viennent. Non, ça nécessite une adéquation avec les Votre vice-président arrête toute construction de logements sociaux. Monsieur Martin, vous faites votre fonds de commerce de choses totalement erronées. Non, moi j'ai voulu donner un toit pour tous. Vous voulez donner un toit qu'aux riches. Je vous répondrai. Vous essayez d'entretenir une ambiguïté malsaine sur le fait qu'aujourd'hui, comme c'est le cas en matière de formation, il faut faire en matière d'habitat, et qu'en matière d'habitat, aujourd'hui, il faut développer une offre qui n'existe pas et qui pourra répondre à une forte demande. Et votre systématisation de dire il y a d'un côté les bons et les mauvais, c'est stupide. Il faut densifier Louviers, il faut augmenter la population de Louviers, il faut créer une offre supplémentaire, et il n'a jamais été question de dire aux personnes à faible revenu de quitter Louviers, il a juste été question de dire que l'on crée de l'activité à Louviers et qu'on offre aussi aujourd'hui des logements il y a 300 des personnes qui en cherchent à Louviers et qui n'en trouvent pas. Il y a 300 Je vais donner la parole à Bernard Leroy. Je voudrais 300 demandes de logement à Louviers. Sans intervenir dans le débat du conseil municipal de Louviers, simplement, M. Martin, rappeler, vous avez cité un chiffre que vous prenez toujours comme indicateur, en disant 70% de la population du territoire a des revenus qui les donnent éligibles, qui leur donnent accessibles à l'emploi. C'est un indicateur, certes, mais c'est pas le bon. C'est quoi le bon indicateur? C'est le niveau de revenus des gens qui travaillent sur notre territoire. C'est ça le bon indicateur. Et quand vous savez que dans une grande entreprise qui fabrique des vaccins, qui exporte dans le monde entier, le salaire le plus bas est à 2300 €. Vous vous dites pas à un moment, on n'offre pas, même chose pour d'autres, même chose pour d'autres, même chose pour d'autres. Non mais comme Hermès, tout le monde veut travailler chez Hermès, comme les gens veulent travailler chez Atta, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que vous prenez les mauvais indicateurs pour prendre les mauvaises décisions. Et qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable, et on a commencé à le faire, à croiser toutes ces informations pour voir quel type d'habitat, eh bien, les gens qui venaient travailler ici ont besoin. Donc ils ont besoin, que ce soit les jeunes, que ce soit les primo-accédants, comme je l'ai dit, que ce soit les gens plus évolués dans l'âge ou dans leur vie, et que ce soit les seniors. Les seniors, c'est pas du tout risible, enfin c'est important. Enfin, je veux dire. Et il y a aujourd'hui un véritable déficit d'offres pour résidences seniors qui vont... c'est la compétence du conseil général, vous savez très bien. Non. On a fait des papillotes, je le dis au passage, quand même. On a été les premiers en Normandie à faire des papillotes. Pour revenir au vrai indicateur,
vrai indicateur des besoins d'habitat, c'est ça. Il faut écouter les gens qui sont sur le terrain. Donc, vous ne ferez du logement que pour les gens qui ont 2300 supérieurs, un revenu supérieur. Voilà, c'est clair. Moi, c'est clair. Vous avez situé vous-même l'indicateur. Vous ferez du logement pour les gens qui ont un revenu supérieur à 2300 € par mois. J'ai bien compris. Merci. L'indicateur est clair et précis. Vous faites de la caricature. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, mais c'est parce que faut en faire pour tout le monde. Vous faites de la caricature. Mais donc pourquoi est-ce qu'on n'en fera plus pour ceux qui sont en dessous de cet indicateur? On fait déjà. Il n'y aura plus. Nous en avons fait beaucoup. Beaucoup. Je vais malheureusement être obligé de vous quitter. Votre monopolisation du temps de parole m'a interdit de prendre d'autres questions. Je le regrette vraiment parce que je suppose qu'il y avait d'autres questions. Voilà. Merci en tout cas Bernard Leroy. Je ferai juste une remarque, c'est que M. Martin semble s'intéresser beaucoup à la case. Je voudrais juste rappeler que le lendemain des élections municipales, il a décidé d'en démissionner. La séance est levée pour 5 minutes. Merci. C'est pas terrible, c'est pathétique. Pathétique.